Quand on s'est rencontrés, je travaille dans un centre d'appel au Portugal, où j'étais complètement lobotomisé par cette action en fait, absurde, en plus de beaucoup mentir, parce que le service client finalement c'est tempéré, mais enfin c'est tempérisé, mais c'est quand même aussi c'est une forme de mensonge quelque part. On me demande de ne pas être sincère avec les gens avec lesquels je parle. Et c'était une période où je m'étais dit il faut arrêter. Il y a vraiment d'autres moyens de subvenir à mes besoins. Ouais. C'est sûr et certain que je peux vivre une vie pleinement cohérente. Tu m'as téléphoné dans ce centre d'appel? Oui, alors de manière assez apparemment fortuite, puisque j'avais commandé à travers ce site internet un voyage, et puis il semblait y avoir un point de détail qui était erroné dans le bilan de la commande. Et c'est vrai qu'en fin de journée, j'ai appelé ce centre d'appel et je suis tombé sur toi, donc je te laisse raconter la suite. Et c'était le dernier jour, c'était le jour où j'avais décidé de partir. C'était le jour où je prenais mon envol. C'était la dernière heure, il était 18h. En fait, j'allais me déconnecter sans faire exprès. J'ai rappuyé sur le bouton qui me permet de reprendre un appel et je tombe sur toi. Mais c'était le dernier jour de la dernière heure. Et au début, j'y croyais pas trop parce que alors j'avais déjà vu des vidéos de toi. Et pour te dire honnêtement, des gens qui m'ont particulièrement touché dans le domaine de la spiritualité, en tout cas de contemporain, il y en a peu. Ça doit être 2 ou 3, dont tu fais partie. Donc j'ai été particulièrement marqué parce que j'avais vu toi et ce que tu véhiculais me touchait beaucoup. Et ça me semblait tellement absurde que ce soit toi, c'est que j'ai vu ton nom, il ne peut pas y en avoir 50, de Grégory Mutombo, mais en même temps je me disais c'est incroyable. Et le soir, je te contacte sur la page de ton site web pour te dire bon écoute, j'ai eu un certain Grégory Mutombo au téléphone qui avait besoin d'infos et je lui ai répondu et c'était un moment crucial, absolument crucial de mon existence. C'est vraiment d'ailleurs le pas que j'ai sauté qui m'a permis d'en arriver là et d'être avec toi aujourd'hui, de préparer le film qu'on prépare. Et tu m'as répondu. Oui, je t'ai répondu parce que c'est là où j'ai dû parler peut-être de la grâce. Pour moi, c'est un peu la grâce à chaque fois quand ça se passe comme ça. En tout cas, c'est quand on se donne la possibilité de la voir. Parce que on dit oui, certains pourront dire oui, c'est le hasard. Hein, ou que le hasard fait bien les choses. Alors là, il y a une forme de synchronicité, effectivement, où lorsque on veut bien se donner ou se consacrer totalement à ce qui nous traverse, eh bien l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, l'univers nous répond tout de suite. Et des fois dans une forme de fulgurance qui effectivement amène une certaine sidération parce que c'est tellement improbable, c'est tellement inenvisageable pour l'intellect qu'on se dit, dans le premier élan, c'est pas possible. Sauf que cela a lieu. Et c'est ça qui est puissant dans ton témoignage, dans ton partage. Et d'ailleurs, je parle de cette anecdote-là qui est avec un A majuscule, souvent dans mes séminaires, parce que ça illustre la réponse, l'immédiateté de la réponse de l'univers, lorsque on veut bien honorer ce qui nous traverse, c'est bien l'espèce de tapis rouge cosmique qui s'ouvre devant nous. Alors je ne prétends pas être un tapis rouge cosmique, mais simplement c'est cette espèce de clin d'œil qu'on s'envoie, qu'on se donne, et qui est tellement encourageant, c'est-à-dire qu'il donne tellement de baume au cœur. On se dit, bah oui, ça ne peut pas être autrement, ça ne peut être que comme ça. Et beaucoup, à ta place, eh bien, attendent en restant enfermés dans leur système que ce clin d'œil ou que cette ouverture se fasse par l'extérieur. Et rien ne se fait puisqu'il faut donner un signal fort, c'est-à-dire, je veux dire, tiens, c'est maintenant, je vais honorer ce qui me traverse, et puis je fais confiance à ce mouvement, parce que comme il vient du cœur, il ne peut pas être contraire à ce qui doit être. Il n'y a aucun besoin d'aller se confronter à une forme de douleur pour le rencontrer. Comme beaucoup d'êtres humains, j'avais une aspiration à vivre la paix, la sérénité, la joie, la plénitude, mais en pensant que ça allait se vivre dans un décor qui était dans la paix, la joie, la sérénité, la plénitude. Et donc, quand je me suis posé la question de
savoir c'était où, l'endroit sur Terre où on pouvait vivre la joie, la paix, la sérénité et la plénitude, eh bien, les images que j'ai vues, c'était des pays en guerre, des pays où, justement, apparemment, c'est l'inverse de ça. Donc c'est quoi ton histoire exactement? Enfin, comment t'as été confronté à la guerre? Parce qu'en fait, j'avais 20 ans et puis je me suis posé la question de... Parce que j'avais un élan à un mouvement spirituel, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, j'avais envie d'une espèce d'expérience de l'absolu, de quelque chose qui soit au-delà du conditionnement humain. Et je me suis posé la question, vraiment, en mon âme et conscience, par où cela a lieu, quelle est l'action que je peux faire, quelle est l'activité que je peux occuper qui va mettre en cohérence cet appel intérieur et puis cette existence. Et la réponse qui m'était faite sous une forme d'injonction intérieure, c'était un décor. J'ai des images de régiments et de régiments, donc de militaires qui partaient à l'étranger. Donc ça ne répondait pas du tout, pour mon intellect, au décor que j'attendais. Sauf qu'un peu comme ce signal-là qui est puissant et qui est irrépressible, j'ai bien senti que c'était dans cette direction inconnue que je devais me rendre. Je n'avais aucune idée de ce à quoi ça ressemblait. Il n'y avait aucun militaire ni de près ni de loin dans ma famille. Mais j'ai suivi cet appel, cette injonction intérieure, sans savoir où ça menait. Et alors, bien sûr qu'il y a eu des moments qui sont, pour l'être humain, qui m'ont semblé plus difficiles que d'autres, parce qu'on est parfois touché dans sa chair, touché dans son confort, dans ses croyances. Mais j'y ai goûté, en vérité, la paix véritable qui est celle qu'on vit à l'intérieur et qui n'est pas susceptible, en tout cas qui n'est plus susceptible après d'être menacée par celle du dehors. Parce que j'ai bien saisi plus tard que se sentir en paix, en joie, en sérénité, lorsque autour de soi tout est calme, tout est serein, c'est assez facile, en tout cas c'est assez aisé. Mais si cette paix-là intérieure, elle est menacée, elle est mise à mal dès qu'il y a un peu de brouhaha, un peu de mouvement, un peu de tremblement à l'extérieur, elle n'a aucune valeur, elle n'a aucune réalité. Et moi je voulais que ce soit réel, pas que ce soit imaginaire. Et le fait que je puisse sentir, je puisse faire l'expérience véritable, cellulaire, dans mon corps, que cette paix, cette sérénité, cette joie, eh bien, était possiblement réalisable et permanente dans un décor chaotique, m'a ensuite donné la compréhension du pourquoi de ce chemin de 18 ans dans des pays un peu hostiles. Et finalement, j'ai aussi senti que l'impact qu'on pouvait avoir sur notre environnement, il était par le regard qu'on y posait. C'est-à-dire que si je voyais ah là là, je ne veux pas être ici parce que c'est hostile, c'est la guerre, c'est chaotique, eh bien je maintenais le décor tel qu'il était. Mais lorsque je voulais bien sentir que j'avais ce pouvoir que tout le monde a, c'est-à-dire de rayonner cette paix intérieure vers cet apparent extérieur, eh bien là il y avait une vraie transmission de cette vibration. Et que toutes les gesticulations de lutte contre ceci, de dénonciation, de manifestation ne font que cristalliser l'existant. Alors, lorsque j'ai senti, encore une fois, avec la même puissance, que j'avais suffisamment cheminé dans ce décor-là, eh bien, j'étais appelé à autre chose. Ça veut dire quelque part, la voie qui nous mène ne va pas forcément nous emmener sur une île paradisiaque bien planquée dans un coin où on va... Disons, il n'y a pas de règle, hein. Mais ce qu'on appelle une île paradisiaque, pour quelqu'un, elle peut se transformer en enfer si à l'intérieur c'est la guerre, hein. Lorsque effectivement il y a ce rêve, comme toi tu le disais, au Portugal, tu sentais en toi une incohérence, il y a déjà là un conflit, il y a une guerre intérieure. Alors, même si tu es sur une île, comme tu dis, paradisiaque, mais si tu as ce conflit en toi, cette guerre, ça fait disparaître ce soi-disant paradis autour de toi. On est là aussi sur Terre pour voir ça, comprendre qu'il n'y a aucun endroit au monde, il n'y a aucun être au monde qui peut nous aimer, nous honorer à notre place, c'est-à-dire nous apporter ce qu'on se refuse à soi. La cohérence, c'est-à-dire cet alignement, cette verticalité entre le fond et la forme.
Et du coup, comment est-ce qu'on se l'offre, cette cohérence? Bah, Déjà, comment est-ce qu'on perçoit c'est une son démarche, absence? c'est une démarche d'honnêteté. C'est-à-dire qu'il faut être honnête avec soi. On peut pendant un certain temps se raconter pas mal d'histoires en cherchant à se convaincre que les choses qu'on obtient ou qu'on possède et qui viennent là de manière temporelle du dehors, eh bien, sont suffisantes pour nous combler ou pour anesthésier nos tourments. On sait bien, ça ne marche qu'un temps. Donc, c'est quoi la suite? C'est, quand je parle d'honnêteté, ça veut dire qu'on arrête de se raconter l'histoire que si je ne suis pas heureux ou pas comblé, c'est à cause de mon mari, de ma femme, de mon boss, de la météo, de la crise ou tout ça. Ça, c'est malhonnête. Ça, c'est faire peser sur autrui la cause de cette division intérieure. Donc, l'honnêteté, elle est où? Elle dit, OK, j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, j'ai essayé là de remettre à quelqu'un d'autre que ce que je suis la responsabilité de cette unité intérieure. Je lâche ça. Pourquoi je me refuse ça aujourd'hui? Quelle est la force? Et tu l'as dit avec ta mère qui a peut-être été jusqu'à, dans cette négation, dans ce déni de soi, aller jusqu'à se faire violence dans le corps. Qu'est-ce qui fait que je n'entends pas et que je n'honore pas ce mouvement intérieur? Bien sûr que si on écoute la tête, il y aura toujours 1000 bonnes raisons. Pas le temps, pas la capacité, d'autres, soi-disant, d'autres priorités. Il n'y en a qu'une. C'est la seule priorité. Alors oui, ça demande de l'honnêteté, ça demande du courage au sens du cœur en action, ça demande de lâcher la tête qui, elle, aura toujours une bonne excuse pour entretenir une division. Et puis après, ça demande une confiance pas relative, une confiance absolue. C'est quoi une confiance absolue? C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on observe un doute existentiel qui peut être là, qui peut continuer à planer, mais en amont de ce doute, il y a une certitude qui est à la fois incommensurable et insubmersible. Cette certitude, c'est ce vers quoi la conscience qui nous anime se tourne à un moment donné et dit oui, je sens encore de la peur dans mon ventre, oui, dans ma tête, il y a encore des paroles ou des pensées de doute, mais j'honore cette foi, cette certitude et je m'aligne avec cette certitude. Ça, ce sont les trois axes qu'on va faire converger et qui vont nous ramener à l'essentiel. Et comment est-ce qu'on pourrait identifier cette confiance en nous? Parce qu'on la porte en permanence, on l'a toujours portée, Ouais. mais parfois on ne la voit pas du tout, quoi. Oui, alors, c'est-à-dire que des fois on s'est tellement oublié en cours de route, on a tellement remis à autrui le pouvoir de décider ce qui était bon pour nous, qu'on a l'impression d'avoir d'une part de ne pas savoir ce que l'on veut, donc de ne plus savoir ce que l'on veut, et puis on se dit mais dans quelle direction aller finalement? Je sais bien que ce que je vis aujourd'hui, c'est pas ça que je veux, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi penser finalement de cette existence. On ne peut pas savoir à l'avance. C'est-à-dire que, encore une fois, cette honnêteté initiale, ce constat initial nous amène à dire tiens, qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Je vis ça, je sens ça. Est-ce que je veux continuer dans cette direction-là? Si on écoute le cœur peut-être dira non, là on arrête ça. C'est comme si on lâchait la main d'une porte ancienne. Mais la tête voudra savoir, oui d'accord, je veux bien lâcher, mais d'abord vous montrez la porte suivante. Vous montrez dans quelle direction on va aller ensuite. Sauf que cette direction nouvelle, cette porte supplémentaire, nous est dévoilée seulement lorsque on lâche l'ancienne porte. C'est-à-dire que si on reste avec ce doute auquel on donne tellement de crédit, on dit d'accord, moi je veux bien faire autre chose, vivre autre chose, mais avant je veux savoir ce qui va remplacer l'actuel, on n'a pas la réponse. C'est ça, c'est un acte, vraiment un acte intérieur et qui ne peut pas être encouragé par autrui, c'est vraiment une certitude. Ok, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que ce que je vis aujourd'hui n'est pas ce que je veux vivre. Alors il faut abandonner là, le déni pour que la vérité que nous sommes puisse se dévoiler elle-même. C'est en voulant bien écouter, entendre ce qui nous traverse que, eh bien, on peut commencer à le partager et à le suivre. C'est là où il y a tellement d'êtres humains qui me disent oui, mais moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas. Mais ils restent accrochés à leur
ça s'appelle leur zone de confort. Mais en quoi elle est confortable? Tu te l'as dit. Je parle au Portugal, dans cet espace de réponse téléphonique. Alors on peut dire oui, tu as un salaire mensuel ou hebdomadaire, une sorte de confort qui dit bah, je sais ce que je ferai la semaine prochaine et le mois d'après. Mais est-ce que c'est vraiment du confort? Est-ce que c'est juste ça? Tu sais très bien que ce n'est pas ça. Alors, dans cette acceptation de l'inconnu, il y a effectivement un acte de courage qui est je lâche la porte ancienne avant d'entreapercevoir la porte nouvelle. Mais on peut croire que ce que je dis là peut sembler brutal ou abrupt. Parce que, soi-disant, il y aurait une espèce de temps intermédiaire, chaotique, on perd tout, on lâche tout, on abandonne tout. Non, l'univers est infiniment bienveillant. Et toi-même, tu l'as vu, lorsque, dans ces derniers instants, là, tu reçois ce coup de téléphone, tu vois bien que la transition, elle est déjà active. Tu vois bien que l'univers te prend déjà dans ses bras. Donc, il n'y a pas de saut dans le vide, ça n'existe pas, c'est un concept. Il n'y a pas de vide, tout est plein. Mais on refuse de voir ce plein, de le sentir, parce qu'on se dit, mais non, je vais être tout seul, comment je vais faire, comment comment mon petit personnage va réussir dans ce monde à s'en sortir. Mais on n'est pas seul. C'est encore une fois dans cette histoire de porte qu'on lâche, c'est arrêter de croire que nous sommes seuls, comme des petits êtres humains ayant à accomplir par eux-mêmes leur chemin dans cet univers. Est-ce que là, si j'avais dans la main une baguette magique, c'est ça que je mettrais en place? Je fais que ça de ma baguette magique? Ça s'arrête là? Si demain, le coup près tombe, on me dit, bah, tiens, Sébastien, ton aventure terrestre s'arrête. Et je me dis, oui, c'est bon, j'ai réalisé ce pourquoi j'étais venu. J'ai vraiment honoré ce corps, j'ai vraiment honoré cette humanité, j'ai vraiment amené sur Terre, sur cette planète, ce que je voulais amener. Est-ce qu'on peut se mentir là-dessus, dire oui, mais non, je suis quand même content, j'ai mes 40 heures hebdomadaires de téléphone, je suis content de ce que je... Alors après, ce n'est pas lié à l'action, c'est un état intérieur. On ne peut pas se mentir. Encore une fois, ce n'est pas histoire de dire, tiens, c'est pas si mal. C'est oui ou c'est non. C'est une évidence qui ne se discute pas. Elle n'est pas mise en balance avec je pourrais faire autre chose. Ou c'est ça en attendant que, non. C'est est-ce que oui ou non, j'honore cet état que je sais être là immuable et qui me traverse à chaque instant et que parfois, eh bien, je nie par convention, par peur, par tout ce qu'on veut. Cet état, je peux l'atteindre à tout moment. C'est notre état originel. Mais comme on a appris à ne pas l'écouter, à ne pas lui faire confiance et à donner à l'autre le pouvoir de nous dire ce qui était bon pour nous, ou l'inverse, eh bien on a nié cet état-là, c'est-à-dire cette présence-là. Mais il n'y a pas d'effort à faire pour vivre ça. L'effort à faire, il est dans la contraction, il est dans le jugement de cet état-là. Combien de gens sur Terre disent « Ah, si je m'écoutais, ou si j'écoutais ça, je partirais là-bas, ou je ferais ci, je ferais ça ». Et quelle est la dernière phrase qu'ils vont dire là? Oui, mais non. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, parce que je ne vais pas y arriver, parce que je n'ai pas le droit, parce que c'est trop ceci, parce qu'il y a la tête qui donne une sanction. Elle n'a aucune vision de la véritable issue de l'histoire. Mais avant même, elle tue le poussin dans l'œuf. Le sous-titre de mon dernier livre, Le feu de l'esprit, qui s'appelle L'ultime effort est de n'en faire aucun. Parce qu'on est habitué, on trouve normal de faire des efforts existentiels, des efforts de survie, de contractation, de projection, de planification, de compétition. Et on se dit, oui, si je contrôle tout ça, ma vie sera mieux. Et cette histoire d'enfermement comme dans un couloir, eh bien, nous étouffe. Il suffit de regarder dans la rue comment les gens se sentent ou comment ils se comportent. Qui se sent vivant là, dans cette humanité? Qui sent vraiment que, bah oui, c'est ici tout de suite, et que si l'aventure s'arrête demain, c'est OK. Non, il y a l'idée de ce sera mieux demain, ce sera mieux après-demain, on va accumuler on va faire ça dans le but d'eux, on va maintenir tel objectif, et si tel objectif est atteint, eh bien enfin il y aura un palier, mais ce palier-là, il avance toute notre vie avec nous et jamais il est atteint. C'est un
à une espèce de réalisation future, hypothétique, qui n'est jamais vécue. Pourquoi? Parce qu'on projette. C'est toujours ce projet intellectuel qui nous fait croire on a une meilleure vision de nous-mêmes plus tard, qui n'est jamais là. Ici et maintenant, on se juge, non, il y a trop de ceci, pas de cela, bref. Et donc, on n'entend pas cette voix intérieure qui lui dit « Attends, regarde, vois ton talent unique. » Parce que chaque être humain a un talent unique. Ce talent unique-là, il est sacrifié sur bien souvent la table de l'école lorsque on dit « Non, ton talent, on n'en veut pas, fais ça ou fais comme tes parents ou pas dans cette direction parce que la voix que tu sens en toi, non, ça c'est bouché. » Alors que chaque être humain ici vient pour partager son parfum, sa note unique dans ce monde. Est-ce que, la question elle est là, quand on parle d'honnêteté tout à l'heure. Est-ce que, ici maintenant, je sais que j'exhale mon parfum unique, ma note unique, mon talent unique, que je suis le seul parmi la multitude à pouvoir rendre réel de cette manière-là. Ce n'est pas de la copie, ce n'est pas de l'inspiration horizontale. Et il n'y a pas d'échelle de valeur, il n'y a pas de plus et de moins. Chacun doit se dire, attends, oui, est-ce que je laisse émerger ça? Est-ce que c'est difficile? Non, c'est infiniment plus difficile de s'infliger une sorte de carcan là, qui est celui de la norme, ou de dire, tiens, pour être dans cette société, il faut ceci ou il ne faut pas cela, il faut apparaître dans cette case, où d'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui disent, tiens, moi je suis content, mon enfant est casé. Et pour répondre, ou pour satisfaire ce contentement hypothétique des parents, eh bien beaucoup de jeunes adolescents dire, tiens, pour faire plaisir à mes parents qui soient soulagés de leur peur, eh bien, je vais me trouver à la case. Ils sont dans cette case et on voit où ça mène cette case. Alors on n'est pas là pour faire en sorte que les parents aient moins peur, on est là pour enseigner à ces parents que la peur qu'ils nourrissent à notre endroit, elle est fausse, elle est erronée. On est là pour rappeler aux parents qu'en vérité, ils ne veulent pas être rassurés par leurs enfants, ils veulent que leurs enfants soient heureux, mais heureux à leur manière. À leur manière neuve, pas tiens, mon fils ou ma fille serait heureuse si elle faisait ça, si elle reprenait ma boîte, ou si. Non, qu'est-ce que tu en sais? Parce que toi, tu as fait ce job d'avocat ou de boucher ou de contremaître, que pour ton fils, c'est bien. Alors, cette idée de vouloir que l'enfant lui ressemble, ah oui, il fait comme moi, et alors, c'est ça que tu veux? Tu ne veux pas qu'il fasse comme toi, tu veux qu'il fasse comme lui ou comme elle. C'est-à-dire qu'il accomplisse son unicité pour que la somme de toutes ces unicités amène cette unité collective. C'est là où, encore une fois, on ne peut pas être conseillé par quelqu'un. Combien de fois les gens se disent « Ah, mais je ne sais pas quoi faire, tiens, t'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que tu feras à ma place? Qu'est-ce que tu feras à ma place? Mais je ne veux pas être à ta place. » C'est déjà suffisamment ambitieux d'être à sa propre place. Pas commencer à essayer de savoir ce qu'à la place de l'autre, on pourrait rendre réel. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Il y a tellement d'êtres humains qui ont apporté des choses brillantes, c'est-à-dire pleines de lumière sur Terre. Et autour d'eux, on les a plutôt que les encourager, on les a plutôt à dire non, reste avec nous, qu'est-ce que tu te prends, t'es dingue, t'es fou, t'es ceci. Oui, mais ce monde est fait pour ça, encore une fois. Il y a 7 milliards et quelques de fleurs différentes, avec 7 milliards et quelques de parfums différents. C'est une symphonie qui a besoin de la note de chacune et de chacun. Et lorsqu'une note est manquante donc, à l'appel, lorsqu'il y a une absence derrière un pupitre, eh bien ça sonne faux. Donc c'est ça, en tout cas, moi ce qui m'anime, c'est ça, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun entende. Est-ce que tu entends ta note? Pas la note du voisin, ta note à toi. Pour qu'on puisse ensemble, de concert, jouer et honorer cette symphonie des âmes. S'il manque une note, il dit, tiens, là, ici, il y a une carence. Et l'univers fait quoi? L'univers se dirige toujours vers la carence. Il dit, tiens, souviens-toi de ce que tu es, souviens-toi de ton son intérieur. C'est pour ça qu'on se sent oppressé lorsqu'on se manque à soi, lorsqu'on est absent de soi-même. Parce qu'on manque à tout le monde, au monde entier. L'univers nous dit, tu n'es pas là. Oui, il y a un corps qui est là, qui est piloté par un intellect,
mais tu n'es pas là, tu es absent de toi-même. Donc si je comprends bien, on a tous le pouvoir d'accéder à cette aspiration qui nous brûle depuis toujours. Alors, on a surtout le pouvoir de la saboter. C'est-à-dire que pour la vivre, c'est-à-dire pour être la vie, ça ne demande rien. Ça ne demande pas à faire des choses, d'avoir un pouvoir particulier. La vie, elle l'est. Elle n'a pas besoin de nous pour se réaliser. Par contre, elle a besoin de nous, c'est-à-dire du petit personnage, du petit ego, pour être comme sabré dans son élan. Donc, c'est ce qu'on sait faire parfaitement bien depuis des millénaires. On sait s'oublier, on sait se juger mutuellement, se condamner. Ça, là-dessus, on est super fort. Donc, c'est dans cette direction-là qu'on peut appeler ce libre arbitre. On a choisi la peur au détriment de l'amour, qu'on s'est là engouffré par millions pendant des éons. Je m'appelle le libre arbitre, c'est quoi? C'est un choix de la conscience, un choix de regard. Qu'est-ce que je veux voir dans mon existence? Et je veux voir ce monde et me voir à travers le filtre de la peur, où je veux sentir une espèce d'amour avec un A majuscule qui est là, tout le temps, mais qui est en permanence pilonné par on va dire une décision intellectuelle qui dit non, ça ne peut pas être si simple, non, il y a quelque chose à faire, non, il y a une action à produire. Alors, il y a une espèce de grand vide, de grand vertige pour l'ego quand on lui dit non, il n'y a rien à faire, parce qu'il dit mais à quoi je sers finalement là-dedans? Si je ne peux plus être dans la compétition, dans la comparaison, si je ne peux plus décider que l'autre est la cause de mon malheur, donc l'autre forcément la cause de mon bonheur, ça va ensemble, je sers à quoi là-dedans? Eh bien, il faut lui répondre avec beaucoup de douceur. Eh bien, tu sers à faire en sorte que la conscience qui anime ce corps ne se confonde pas avec les autres corps. C'est déjà pas mal. C'est juste ça. Sentir que dans cette unité, eh bien, le je suis, là, cet ego-là, est juste là pour faire en sorte de prendre soin de cette matière corporelle et puis d'appréhender le vivant avec cette conscience de cette unicité. Quand je parle de l'ego dans sa version originelle, il servait à dire oui, je vois une multitude de fleurs uniques, un parfum unique. Ça, c'est grâce initialement à l'ego. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a dit l'ego? Il a dit non, mais cette fleur-là, elle est mieux que la mienne. Ce parfum-là, il est plus puissant que le mien. Je veux être comme l'autre. Je veux avoir cette même couleur. Et le tournesol a voulu regarder avec mépris le pissenlit et inversement, l'autre a voulu regarder le tournesol avec envie. C'est ce qui s'est passé. Alors que, pris de manière absolue, en valeur absolue, ils sont tous parfaits. Tout est parfait. Tous les humains sont parfaits. L'ego trouve insupportable quand je dis ça. Quand je dis tous les humains sont parfaits. Mais si, ils sont parfaits là dans leur expression immédiate. Alors, à quoi on sert finalement là? Pourquoi on se parle ensemble aujourd'hui? Si ce film a une vocation, ce sera aussi peut-être, parce que ça parle de porter finalement cet espoir. C'est quoi l'espoir? C'est ramener à l'essentiel. Eh bien, de porter cette bonne nouvelle qu'il n'y a pas d'effort à produire pour être soi. Être quelqu'un d'autre, ça demande un effort considérable. Être juste soi, dans cette expression pure, immédiate de la vérité que nous sommes, ne demande aucun effort. Être quelqu'un d'autre ou exister dans les yeux de quelqu'un d'autre, ça demande un effort considérable. Et cet effort-là, il est contre nature. Pour aussi illustrer nos propos, parce que ça se passe dans la réalité, ici on est au Grand Colbert, l'une des plus belles brasseries parisiennes. On nous a permis d'être ici, comment dire, on avait à peu près une chance sur 1 milliard sur le papier, hein, si on faisait des plans et des schémas, on avait une chance sur 1 milliard qu'on nous autorise à venir tourner ici, qu'on nous accueille ici. On a tenté, on s'est laissé porter. Et on nous a offert l'opportunité d'être dans une brasserie qui a accueilli des tournages de films internationaux. D'ailleurs, on a un clap de Tout peut arriver juste ici parce qu'il a été tourné, il a été tourné ici. Oui, ça peut arriver, oui. Et donc tout peut arriver. Et surtout ce qui est en résonance avec ce que l'on veut vraiment. Tu vois, tu parles effectivement de mise en pratique, c'est ça moi qui m'importe. On n'est pas dans le domaine du concept ou des idées. Là, on parle de choses très, très claires, très concrètes, très simples. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue ou pas dans une direction que je sais contraire à ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'empêche
là, véritablement, d'honorer ce qui m'anime. En vérité, il n'y a rien. Rien ne nous empêche jamais. Sauf si on laisse la tête décider des barrières ou de leur véracité. Il n'y en a aucune. Et on a l'occasion d'en faire l'expérience dès qu'on a décidé de le vivre. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous conforter ou vous éclaircir votre esprit sur certaines choses. Merci beaucoup. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les infos de Chasseurs d'Espoir sur la page Facebook de Chasseurs d'Espoir le film. Ton film, du coup, tu peux en parler rapidement? Oui, donc j'ai produit un film là, qui sort au mois de septembre, qui s'appelle Ce que nous sommes, des consorts nos murailles, le sous-titre. Ça met en lumière, en exergue tout le processus de déconstruction justement de ce personnage auquel on a donné tant de pouvoir pour laisser émerger, remonter à la surface l'être que nous sommes. Donc c'était tourné en immersion sur 6 mois avec un groupe de 70 personnes qui ont été là dans un cursus que j'animais pour les thérapeutes, les accompagnants et puis toutes les personnes ambitieuses de partager leur vérité. Et donc ce film-là va porter ce même message, si je puis dire, de cet élan à honorer ce que l'on est vraiment et n'avons jamais cessé d'être. Merci beaucoup. Et bien, je pense qu'on aura peut-être simplement l'occasion de se revoir hors caméra, c'est sûr, mais peut-être même avec une caméra après le film. Ce sera très intéressant de voir ce qui sera passé entre-temps. Merci encore, je suis vraiment très heureux d'avoir pu échanger avec toi. C'est une grande chance pour nous et voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Pareillement, merci à tous. À bientôt Grégory. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui m'empêche là véritablement d'honorer ce qui m'anime ?